Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature qui sera consacré à un album comics fraîchement sorti ou sur le point de sortir du côté de chez Panini Comics en français. Il s'agit de Messages de la zone d'occlusion. Ceux qui nous écoutent à l'écran ont remarqué qu'il y a le logo noir de la Haute République, donc effectivement on est dans la phase 3 de la Haute République et on est dans la série entre guillemets jeunesse, là, sous-titrée Les Aventures. Ici Francis en direct de Québec et vous aurez reconnu mon fidèle comparse en direct de Vancouver. Ce soir, c'est sous-titré Le Wizard of Oz. Oui, toujours des... je sais pas où tu trouves l'imagination, là, Oz étant la zone d'occlusion en anglais. Ça va bien, Jean? Oui, oui, ben bonjour, bonsoir à toi, Francis. Ça fait tellement plaisir de te retrouver, comme chaque semaine, comme à chaque fois. Et hâte de discuter de cet album, ma foi, intriguant. Et oui, Oz, référence au magicien d'Oz, dont on est un gros fan de l'univers, là, avec Wicked là, qui sort bientôt. Et Wizard étant en plus l'expression créée par Daniel Roseholder, l'auteur de ça, dans la Haute République. Bref. C'est vrai, c'est vrai. Un double jeu de mots. Écoute, avant d'aller plus loin, saluons nos amis de Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à joindre le groupe et à aller discuter de littérature en général, que ce soit comics, romans, beaux livres, etc., canon, légende, peu importe. Vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez québécois ou pas. C'est même inclusif, là. Moi, je trouve que vous êtes vraiment chanceux parce qu'avec un nom comme ça, je trouve, moi, ça se défendrait de vous exclure. Je trouve on est très gentils, gens, de vous accueillir de l'étranger. Ça serait marrant que votre groupe soit exclusivement composé de Québécois et que tous les autres. Ben non, désolé. Il faudrait même expulser le leader suprême de Star Wars en direct, parce qu'il est juste l'autre côté de la frontière, du côté de l'Ontario. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous feriez, quoi? Parce qu'il est québécois techniquement, mais il habite pas au Québec, donc. Ouais, c'est ça, exact. C'est un sujet de discorde énorme. Donc, je sais pas comment il fait, parce que moi, quand je traverse la frontière ontarienne, je me mets à suer et à faire de la fièvre, et je me sens vraiment pas bien. Donc, je sais pas comment Danny fait pour habiter de ce côté-là de la frontière à l'année longue. Bref, un petit WhatsApp Star Wars rapide, Jean? Oui, rapide. Allez, on va faire 3 films en un, parce que on avait commencé le marathon avec la petite, là, les 9 films principaux, hein, et donc on s'est arrêté à l'épisode 3, et là, je vais te mettre le 4, 5, 6, parce que, pour te dire la vérité, on a terminé la saga depuis un moment, en fait, mais on enregistre moins vite qu'on regarde les films, en fait. Donc, 4, 5, 6, donc, pas original, la trilogie de base, la trilogie originale. Elle n'a pas trouvé ça trop lent. Et non, et justement, voilà, elle avait essayé. Alors, je lui avais montré l'épisode 4 pour ses 4-5 ans, je crois. C'est peut-être un peu tôt, parce que là, à l'époque, oui, elle s'était ennuyée. Elle avait juste aimé les passages avec Chewbacca et R2D2, notamment, qui la faisaient bien rigoler déjà quand elle était toute petite. Mais là, voilà, à 8 ans, elle a carrément mieux accroché. Hein. Et c'est même elle qui me l'a dit. Hein. Je lui dis, ça va, tu t'ennuies pas et tout. Même les passages un peu plus lents où c'est de la parlotte, ça passait bien, ça passait bien. Alors, le fait d'avoir vu la prélogie avant, comme ce que tu m'avais conseillé, d'ailleurs, ça a pas mal aidé aussi à se retrouver niveau personnage. Tu vois, elle sait qu'Anakin, c'est Vador. Elle reconnaît Luke et Leia, les bébés d'épisode 3. Donc, tu vois, d'ailleurs, voilà, elle était fan de Chewbacca R2 lors de son premier visionnage. Là, elle a plus penché sur Luke et Leia. Enfin, surtout Leia. Mais Luke aussi, elle aime beaucoup comme personnage. Donc c'est le prince charmant. Ouais, c'est ça. Et puis, elle aime bien ce côté un petit peu naïf. Et d'ailleurs, moi, personnellement, tu vois, la revoyure, ça fait longtemps que j'ai pas revu ces 3 films. Je trouve que Mark Hamill, j'avais un souvenir, c'est d'un jeune acteur un peu débutant et pas très très bon. Mais en fait, non, dès l'épisode 4, il est vraiment dans le rôle. J'ai pas trouvé un seul problème à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment un super choix de casting, tu vois. Et donc, on a regardé le Blu-ray qu'on a dans l'édition spéciale. Et le Blu-ray, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Enfin, c'est 78, quoi, 77 même. Mais alors, bon, c'est l'édition spéciale plus, j'imagine, le Blu-ray. Ouais. Donc là, est-ce que c'est la version avec Jabba qui se fait piler sur la queue par... Ouais, bien sûr. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, carrément. Mais c'était déjà le cas là, en 97. Donc je sais pas ce qu'ils ont rajouté depuis. L'édition spéciale. Ouais, voilà, parce que tu sais, ils ont retouché. Je crois qu'ils ont retravaillé quelques petits trucs, effectivement, sur la version Blu-ray. Faudrait que je vérifie. Mais, Mais en tout cas, l'épisode 6, c'était évidemment la version Hayden. Et tu vois, qui me dérangeait à l'époque. Et là, je me dis, bon, c'est pourquoi pas, ça fait pas de sens, hein, vu que tous les Jedi qui meurent, ils ont techniquement la gueule du moment où ils meurent, quoi.
Genre Obi-Wan, c'est pas Ewan, tu vois. Mais bon, Ouais. on s'en fout. Franchement, les petits défauts, on les a balayés, quoi, et on a surkiffé. 4, 5, 6, le 6, les Ewoks, c'est l'adoré. On va se refaire les. C'est le moment où il a quitté la lumière, c'est ça. C'est l'apparence qu'il avait quand il a rejoint le côté obscur. Ouais, voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Effectivement, ça fait sens. Et ouais, tout ce qui est effets spéciaux, enfin, c'est hallucinant, moi. Tu vois, la bataille d'Endor, d'Endor et la bataille de Yavin, c'est des moments, enfin, la musique, les effets spéciaux, ça me donne envie de rejouer à Rogue Squadron. C'est tellement. Okay. Mais franchement, il n'y a pas à dire. C'est pas parce qu'on est juste fan et tout, ça reste de très très bons films. Ouais. Et en tant que la nouvelle génération, elle accroche toujours autant, quoi. Elle a adoré. Excellent. Ben écoute, fait que là, il va rester la post-logie. Ouais. On sent une petite appréhension. Non, j'ai déjà elle avait déjà fait l'épisode 7 et elle aime beaucoup la postlogie aussi, donc j'ai pas de souci. Elle a pas vu le 8 et le 9, mais je te dirai ça la prochaine fois. Excellent. De mon côté, c'est très tranquille. C'est lecture. En fait, je suis sur 3 œuvres en même temps, un audiobook, une fanfiction et un roman. Donc, j'alterne sur des supports différents, évidemment. Fait que, dont le roman, ben là, on préenregistre l'émission d'aujourd'hui. Donc, en théorie, on devrait déjà avoir fait l'émission sur le roman là, de La Bad Batch Sanctuary. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir débat. Je m'attends à un peu moins de débat sur cette émission-là qu'on a eue plus récemment. Je m'attends à une certaine cohérence de nos 3 avis là, sur ce roman-là. Bref, côté émission récente, Jean, je viens de vous montrer celui de La Bad Batch Sanctuary. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre récemment pour les auditeurs? C'est en littérature. Notre dernière critique en date, c'est celle du comics le Hyperspace Stories. Désolé, j'ai pas la. Oui, Qui-Gon. De Qui-Gon, voilà, le roman graphique qui est sorti là en une histoire complète de 90 pages chez Panini Comics, le même jour d'ailleurs que que Ewoks, voilà, la deuxième critique comics qu'on vous propose. Donc ce sont 2 tomes qui sont sortis fin août. Et voilà, donc des avis plus ou moins divergents, on va dire, en fonction des tomes. Mais on vous invite à écouter ces 2 émissions. Et ça sera sûrement sorti d'ici là, enfin d'ici que cette émission sorte en tout cas. Mais on a une émission collector sur le feu, où Sylvain, Sébastien et Fred vont discuter un petit peu collection. Alors, c'est une émission titrée Les tribulations des collectionneurs, c'est ça? Oui, exactement. J'ai pas la miniature, malheureusement. Voilà. Donc, à l'heure où on enregistre, vous aurez compris, nous-mêmes, on l'a pas encore, il n'est pas encore publié. Donc, c'est ça. On suppose qu'elle doit être très bonne. On va supposer que c'est une très bonne émission. Allez l'écouter. On ne l'a pas encore écouté de nous-mêmes. C'est ça. Oui, parce que ce tome-là qu'on critiquera ce soir sort fin septembre et là, on est fin août pour l'enregistrement. Pour tout vous dire, voilà, on est transparent avec vous. Exactement. Donc, écoute, Jean, on saute en hyperespace. Allez, c'est parti, on attaque. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, on est là pour discuter de l'album, de la mini-série en 4 numéros, Message de la zone d'occlusion, donc Dispatch from the Occlusion Zone en anglais. Mini-série en 4, catégorisée jeunesse, là, dans le sens que le public cible est légèrement plus bas. Et en anglais, c'est sorti ça fait partie de ce qui sort chez Dark Horse, tout ce qui est plus jeunesse, versus chez Marvel, c'est tout ce qui est un peu plus adulte. Alors qu'en français, il n'y a aucune. Ça sort chez Panini et à part le sous-titre Les Aventures, c'est la seule chose qui vous donne l'indice que c'est une série plus jeunesse ou plus adulte. Donc, je sais qu'on a vu, entre autres, sur notre Discord, je pense, Jean, puis dans d'autres conversations aussi sur Facebook, tout ça, les gens sont très mélangés, sont tout mêlés, comme on dit ici, là, sur qu'est-ce qui est quoi. Et on les comprend, surtout dans la phase 3 de la Haute République. C'est là. Je vais vous expliquer un peu plus tard là, les intrications de tout ça, mais on peut peut-être. Dans le fond, je vais te faire ça tout de suite. Ça sera fait. Dans le fond, c'était une mini-série en 4, appelée mais dans le fond, c'est 4 one-shots. C'est un peu une anthologie. Oui, Dans un sens, c'est pas une série là, qui suit, mais c'est que les 4 one-shots
comment dire, sont autour du même thème, là, qui est la communication de intra et extra zone d'occlusion. Pour rappel, dans la phase 3 de la Haute République, les Nihil ont mis en place un espèce de... En français, je crois que c'est le rempart d'orage, que ça s'appelle. Donc, puis au début, les communications sont complètement impossibles. Et c'est ça. Là. Dans ces 4 comics-là, on va voir graduellement la mise en place de communication underground, on va dire. Par la République et par les Jedi. C'est de quoi qu'on a déjà, c'est pas exclusif à la série de comics. Donc ça, on l'a eu dans les romans. Mais la série de comics nous le montre là, visuellement. Mais tu sais, c'est des récits inédits. Là. C'est pas exactement la même chose. Et donc ça, c'est ce qu'il y en est pour cette série-là de Dispatch from the Occlusion Zone, message de la zone d'occlusion. En parallèle de ça, la série principale de la Haute République, Les Aventures, on a déjà fait, je crois, 2 épisodes. Oui, c'est ça, ouais. Les 2 premiers tomes. Le 1er sorti, le 3e sort... En octobre. J'avais les dates pas loin. Donc, le 3e sort le 22 octobre. Et le 4e, peut-être en décembre. Voilà, mais le 5e en début d'année prochaine. Il va y avoir un 5e. Donc, vous voyez, pour la Haute République, en français, là, on en a encore pour plusieurs mois. Au travers de ça, de la série principale, il y avait plusieurs mini-séries. Donc, on vous a déjà fait des émissions sur Sabre à louer, qui est un album déjà disponible sur le personnage de Ty Urek, qui est présent dans l'album d'aujourd'hui. Donc, on va y revenir. Il y a une autre mini-série qui s'appelait Écho de la peur, que c'était plus sur Reed Silas, essentiellement. C'est ça. Très sympa. En 4 numéros. Et il y a eu, comme j'ai dit dans d'autres émissions, une chier de one-shot. Donc, là, dans le prochain numéro, il y a eu le Wedding Spectacular, qui est un one-shot qui aurait très bien pu... En fait, c'est ça. Moi, c'est que beaucoup les one-shots, je trouve, qui auraient très bien pu s'insérer dans la série principale. Voilà, mais en fait, je te dis ça, je t'arrête de suite pour pas trop confuser les auditeurs. Tous ces one-shots que tu vas montrer là, ils sont inclus dans la... Enfin, en VO, en tout cas, ils seront inclus, j'imagine aussi en VF, dans la série principale. Le Wedding Spectacular va être inclus dans le numéro 3, donc le prochain. C'est ça. Et l'autre one-shot qui s'appelle La bataille d'Eriadou va être inclus dans le numéro 4. Oui, voilà. Donc, c'est pas... Le numéro 4. En VO, ils sont sortis. Comme je vous dis, soit décembre ou janvier, je dirais. Ouais. Et au travers de ça, il y a eu 3 autres one-shots, mais des un peu plus gros. Donc, 2 sur le personnage de Crash, qui est présent dans l'album d'aujourd'hui. Donc, c'est la fille aux cheveux roses, créée par Daniel Roseholder, donc qui est à la tête d'une espèce d'agence de sécurité, là, de garde du corps. Donc, Crash Landing puis Crash and Burn. Et par-dessus ça, il y a eu un annual. Donc, vous savez, dans les comics, de temps à autre, il y a des annuals. Donc, l'annual 2025 qui réunissait là, plusieurs récits. Fait que ces 3 numéros-là étant des numéros plus longs, je crois, si on est dans les 35, là, peut-être même 40 pages, ben là, ceux-là vont être réunis dans un autre album qui s'appelle Crash Zone et qui, lui, est à sortir. Lui, on a déjà la date. En fait, je pense que ça va être le prochain, après l'album numéro 3, ça va être cet album-là qui s'appelle Crash Zone. Mais ça va être purement anthologique dans le sens que ce n'est pas une mini-série. C'est vraiment des one-shots réunis ensemble. Ça aurait très bien pu être réuni dans l'album qu'on va critiquer aujourd'hui. Ça aurait pu être un plus gros. Oui, c'est vrai. C'est ça. Fait qu'il y a eu plein de one-shots, plein de mini-séries, plus la série principale. Et là, tout ce que je viens de vous décrire là, on n'est que dans le contenu jeunesse. Parce qu'il y a tout le contenu Marvel en plus. C'est ça. Donc, si vous trouvez que c'est le bordel, ben oui, vous avez raison, c'est normal. On espère qu'on réussit un peu à vous démêler dans tout ça. Donc, revenons à aujourd'hui. Je trouvais de remettre le contexte, je trouvais d'autant plus pertinent, genre, que quand tu vas décrire l'histoire des 4 numéros là, de cette anthologie-là d'aujourd'hui, c'est quand même 4 histoires qui auraient très bien pu être soit dans la série principale, soit dans, par exemple, celle-là sur Ty Urek aurait pu être dans Sabre à louer, etc. Ouais. Mais effectivement, donc, la pertinence de cette mini-série-là, je la trouve extrêmement faible en tant que mini-série. Là. Tu sais, ça aurait très bien pu être des numéros des autres séries. Mais bon. Oui, mais non, je vois ce que tu voulais dire en mode, quand tu disais ils auraient très bien pu inclure tous ces one-shots et cette série-là dans la série principale, effectivement, celle de Daniel Roseholder, hein, qui gère depuis le début la série principale, Les Aventures. Rajouter des tomes, tu en auras eu 7-8 tomes au final, au lieu de 5. Mais oui,
Ouais, c'est ça. Les 2 premiers sont, on verra, là, mais les 2 premiers sont essentiellement sur l'équipe de Crash et ça. son entourage. Ensuite, le 3e est sur, comment il s'appelle, donc, le personnage de... Emmerich Cafor. Emmerich, ouais, c'est ça. J'aurais quand même vu ça peut-être dans les Échos de la peur ou en tout cas, même dans la série principale, Emmerich est présent aussi, donc tu sais, sur Eriadou. Et le dernier, ben, c'est ça, comme je disais, il est sur Tire Wreck. Donc, aurait très bien pu être dans l'album ou dans la série sur Tire Wreck. Tout ça pour dire, on est juste dans de la structure, c'est pas dramatique. On va voir si le contenu vaut la peine. J'allais dire, ou même parce que dans la série Marvel, dirigée par Kevin Scott qui est aussi un des 4 écrivains, des 3 écrivains, 3 scénaristes de ce comics-là. Ben pareil, hein, dans la comics Marvel, tu as plein de mini-séries, de one-shot, c'est un peu le bazar, que ça soit jeunesse. Et justement, tu mentionnais le fait que ce soit jeunesse. Et le dernier Hyperspace Story là, sur Qui-Gon, justement, en faisant des recherches, on en avait discuté durant l'émission, qui décrivait ce tome-là. Alors, c'est sous-titré Hyperspace Stories, c'est par Dark Horse, et on se dit Dark Horse, c'est comme ce que faisait IDW à l'époque, c'est jeunesse. Mais eux, ils notent ça all ages. Et là, tu vois, en faisant pareil les recherches sur ce tome-là de ce soir, je crois que les aventures de la Haute République, ils sont pas notées, ils sont pas connotés jeunesse ou décrits comme jeunesse, ils sont plus all ages aussi. Et je crois qu'en fait, je ne saurais pas dire sur le site, je me souviens plus, j'étais allé voir, là, mais sur le site de Dark Horse, je suis pas certain. Il me semble que ou c'est sur Amazon ou sur je pense qu'on fait l'amalgame parce que la série a été dans la continuité des Star Wars Adventure à l'époque d'IDW. Entre-temps, c'était toujours encore IDW qui a commencé la Haute République et les Aventures, donc on s'est dit c'est la continuité jeunesse, et effectivement ça prenait des personnages jeunesse et tout, mais là on le verra, ce tome-là, sous-titré Les Aventures, il est encore une fois loin d'être un public jeunesse, hein, je trouve. En termes de thème, ça, c'est toujours une question. Là. Écoute, ça, c'est comme le petit roman jeunesse sur Chirrut puis Baze là, sur Jeddah. Là, tu te dis qu'est-ce que ça faisait dans la catégorie jeunesse. C'était pas du tout des thèmes jeunesse. Mais bref, je vois quand même une catégorisation 8 ans et plus. Là, tu vois, sur je pense que c'est sur ouais, fait que sur toutes les Dark Horse, en fait. D'accord. Depuis la phase 3. Et tu vois, autrefois, on était sur du 10 ans et plus. Si je remonte à... Fait que je ne sais pas pourquoi. Alors, la phase 3 est plus jeunesse. Différents sites. Par exemple, Loïc, sur notre Discord, a partagé récemment un site très pratique pour voir la chronologie entre autres, de la Haute République. Puis c'est ça, effectivement, c'est comme toute une section jeunesse que, pour certains récits, c'est malheureux parce que les gens ne les liront pas. Juste parce qu'ils pensent que c'est vraiment très, très junior, tu sais, alors que c'est ça. C'est pas... Il y a une catégorie junior. Il y a jeunesse, dans les romans, il y a jeune adulte, adulte. Fait qu'effectivement, ça devient vite mêlant. Allez-y avec les thèmes, les dessins, tout ça, là, ce que vous inspire le synopsis puis les images. Puis... Les auteurs, les dessinateurs, parce que moi, je ne mettrais pas la Haute République, les aventures. Je dirais pas que c'est au final une série jeunesse, quoi. C'est une série complémentaire c'est une série annexe de la Haute République, quoi, qui se focus sur les. Moi, je trouve qu'on est dans surtout la série principale, là, on est dans le très enfantin, je trouve. Là. Mais bon. Entre autres, là, toute l'histoire avec le mariage, là, puis Mais justement, je trouve pas ça, l'histoire de mariage, je trouve pas ça enfantin plus que ça. Ouais. Je sais pas. Écoute, ça, on va le critiquer, je crois. C'est ça, l'album 3 sort en octobre, fait qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Ça, et puis plus là, on en parlera encore ce soir, la manière d'écrire de Daniel. Lui, Daniel Roseholder, je pense qu'il a pas eu le mémo, ou alors, parce que la manière d'écrire ces comics jeunesse, entre guillemets, c'est pas du tout ça, quoi. Il y a énormément de lecture, donc c'est juste beaucoup trop volubile. En partant. Les comics, là, pour la public cible, là, Bref, écoute, Jean, concentrons-nous sur l'album d'aujourd'hui. Petite anthologie. Parfois les mêmes auteurs, mais tu sais, c'est ça. Parfois, on change d'auteur, parfois, on change de dessinateur. Il faut vraiment voir ça comme 4 one-shots réunis. Là, donc, c'est pour ça, à ce moment-là, les changements de dessinateur, tout ça, comment dire, moi, ça me c'est des one-shots, là. Fait que ça ne me dérange pas qu'on change de dessinateur d'un à l'autre. Voilà, je me demandais, vu que c'est en quelque sorte un recueil de nouvelles en version comics, quoi. C'est 4 histoires qui ont un fil rouge commun. C'est souvent le cas dans une mini-série comme ça, tu as un fil rouge commun, mais comme les Hyperspace Stories, justement.
mais des histoires relativement indépendantes. Donc, ouais, le changement de dessinateur t'a pas dérangé, donc, ce soir. Non, exactement. Même changement d'auteur. De toute façon, moins il y a de Daniel Roseholder, mieux c'est en général. Mais bon, Ouais. ça, c'est Donc une là, autre histoire. Fait que Jean, écoute, c'est parti sans spoilers. Qu'est-ce que tu as pensé de ta lecture? Ben, tu vois, j'ai cru que tu allais me demander le mot. En un mot, tu l'as déjà mentionné, j'aurais dit anthologique, parce que c'est exactement ce que c'est, hein, c'est 4 histoires anthologiques, on l'a déjà dit. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Ça va peut-être te surprendre, mais c'est 4 petites histoires, certes, sans prétention. Ouais. Oui, ça te surprend, ok. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais déjà, je trouve que les 4 dessinateurs, alors c'est 4 styles, enfin disons qu'il y en a, sur 4, déjà, il y en a 3 qui sont relativement similaires, je vais dire, qui sont plutôt bons, assez colorés. J'ai pas trouvé de soucis. Alors, il y a des détails qu'on vous mentionnera en partie spoiler, mais de manière générale, c'est des dessins que j'ai beaucoup aimés. Et le 4e, qui est un dessinateur qu'on avait déjà vu dans Écho de la peur, notamment, qui est au-dessus du lot et qui est juste magnifique. Donc, au niveau dessin, toi aussi, tu as noté, j'imagine, c'est superbe. Donc, au niveau dessin, rien à dire, quoi, vraiment. Si, allez, peut-être une petite coquille sur le numéro 3, mais je te dirai ça pourquoi. Je pense qu'on a un petit peu les mêmes avis à ce niveau-là. Mais le reste, c'est très beau. Et niveau histoire, écoute, moi, le Daniel Roseholder, même si voilà, je me suis fait au fait qu'il lui faut 40 bulles par page, à part ça, je trouve que ces histoires étaient relativement intéressantes. La deuxième était beaucoup plus intéressante que la première. Lui, il fait le numéro 1 et 3, si je ne dis pas de bêtises. Il fait 2 numéros sur 4, en gros. Et j'ai trouvé ces histoires plutôt intéressantes. Plus intéressantes que ce qui se passe dans la série régulière dont il est l'architecte, on va dire. Et en plus de ça, moi, ce que j'ai adoré, c'est tous les liens. En tant que complétiste de la Haute République, le fait d'avoir tout lu, d'être à jour et d'avoir même terminé la Haute République, là, vu que le dernier roman est sorti déjà en VO, je trouve que ça apporte énormément au lore de la Haute République, sur plein de petits détails, en fait, sur plein de petits groupes de personnages dont on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il foutait pendant ce temps-là, notamment au roman, on critiquait le fait, mais lui, qu'est-ce qu'il fait, lui, qu'est-ce qu'il fait. Mais là, on a des réponses. Certes, c'est pas des révélations de malades, mais justement, c'est d'un côté qui vient boucher un petit peu les trous de certains personnages de notre République, et pour ça, je trouve qu'il fait très bien le taf, quoi, ce tome-là. Voilà. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi sur quand tu comparais ça à des nouvelles. Donc, effectivement, des recueils de nouvelles, puis dans la Haute République, il y en a eu plusieurs. Certaines nouvelles vont être relativement inutiles, juste du bonus. D'autres nouvelles vont vraiment vous expliquer quelque chose sur des personnages que vous suivez là, attentivement. Donc, on est un peu là-dedans ici. Certains détails, je ne serais pas prêt à dire avec toi que c'est des trucs qui me manquaient, là, où tu sais, vraiment du gros bonus. Mais c'est ça. Côté histoire, c'est ça. Je le répète souvent, Daniel Roseholder, pour moi, ça serait bien qu'il quitte Star Wars. Là, vraiment. Je serais pas. Je lirais quand même avec intérêt un roman. S'il nous répondait à un roman, ça fait un bout qu'il n'en a pas fait. C'est vrai. Mais côté comics, puis encore plus comics jeunesse, non. Là, j'en peux plus. Il faut qu'il quitte. Sinon, on a aussi du Cavan Scott ici et Alyssa Wong. Ouais. Donc, c'est ça, Cavan Scott que j'adore. Alyssa Wong, qui est un peu la pupille, si on peut dire, de Daniel Roseholder. C'est vrai. Mais écoute, pour l'instant que j'aime bien quand même. Là. C'est pas elle aussi qui avait fait Dr. Aphra, la série 2020. 2020, exactement. Et tu parlais de nouvelles, et donc elle a fait la fameuse nouvelle inédite du roman Light for Light and Life, qui était juste dans l'édition Barnes & Noble, si je dis pas de bêtises. Ouais, et qui est là, sur le personnage de Crash. Voilà, et là, elle reprend des éléments de cette nouvelle-là qu'elle étend dans son numéro 2. Là, voilà. Exact. Et que personnage qui est carrément inspiré d'elle. Hein? Daniel Roseholder l'a créé en s'inspirant d'elle, en lui demandant même quel métier tu voudrais avoir comme personnage de Star Wars. Donc, c'est quand même assez drôle de ce côté-là. Ah oui, c'est bons amis. D'ailleurs, ils avaient fait un roman jeunesse, Escape from Valo, le premier junior de Lavas 3. C'était deux auteurs, c'était Holder et Wong ensemble sur le bouquin. Donc, ils s'apprécient beaucoup les deux. Sinon, côté graphique, écoute, moi, je suis moins enthousiaste que toi de ce côté-là. J'ai adoré le dernier, que j'avais adoré quand on l'avait eu dans Écho de la peur. Puis dans Écho de la peur,
Il faisait juste, comment dire, 50% environ. Oui, il faisait quand on était dans les visions, on va dire, de quelqu'un. Ouais. Là, c'est lui qui fait le numéro complet. J'ai trouvé ça super, personnellement. Les trois autres, beaucoup moins. Donc, écoute, on montrait des exemples en partie spoilers. Mais justement, ça me fait penser que j'ai pas fait les specs là, Oui, à notre habitude. Là, donc, c'est ça, je l'ai dit, 4 numéros pour un 18 €, 88 pages, c'est quand même très court. Ça sort le 24 septembre chez Panini. Chronologie, ben, c'est ça, on est en moins 228, là, en même temps que les romans de la troisième phase. Au scénario, Daniel Roseholder, Alyssa Wong, Cavan Scott. Au dessin, on a Paris Allenné pour le premier numéro. Sûrement que je prononce mal. Valeria Favosia, Luca Marangon et le dernier que je vous disais que c'est magnifique, Vincenzo Riccardi. Aux couleurs, on a Michael Atiyeh, Dan Jackson et encore une fois, Vincenzo Riccardi, lui, fait la totale. Là, donc, parce que des fois, il y a aussi des pencilers, là, des inkers, etc. Bon, lui, c'est vraiment... Quand ils disent artiste, ça veut dire que c'est lui qui fait tout. Bon, on le verra, ouais, ça fait sens que ça soit lui qui fasse exact. Et aux couvertures, Jake Bartok, et je vais vous faire la lecture rapide du synopsis. Le chevalier Jedi Kort se prépare à un conflit sur Eriadu. L'enquêteur Jedi Emric Kaptor recherche les origines des sans-noms avec l'aide d'un allié inattendu. Et la chasseuse de monstres Tai Yurik traque les Nihil sur Dalna, une planète ravagée. Ah oui, c'est vraiment voilà. Fait qu'écoute, moi, je suis beaucoup moins enthousiaste que toi. Là, dans les émissions comics, à chaque fois, je sais que je pose la question, mais est-ce qu'on donnait nos notes après dans la partie spoilers ou pas? Non. On gardait notre note pour la fin, je pense. Je sais plus. Tu sais que pour Qui-Gon, on l'a fait avant. Je sais plus. Ah oui? Je sais plus. Écoute, moi, je peux tout de suite te dire que ça va être faible. C'est vraiment ni histoire ni dessin, c'est ça. Il y a juste le quatrième, j'ai trouvé très très beau. Ah ouais, d'accord. Mais je trouve que pour le reste, là, ça vole pas haut. Et j'imagine que c'est juste une question de style de dessinateur. On y reviendra en partie spoilers. Puis côté histoire, j'ai trouvé que c'était pratiquement 100% de l'inutile. C'est ça, c'est du petit bonus, comme tu dis, mais qui apporte rien, je trouve. Et en plus, comme je disais, ça pouvait très bien s'insérer dans la série principale. En fait, c'est qu'il faut vraiment pratiquement avoir tout lu, les autres comics, pour bien suivre. Quasiment même l'audio-drama, pour comprendre que sur le dernier numéro, là, on va retrouver Lex Nihil, Lournadi. Donc, tu sais, c'est ça, il faut vraiment être à jour. Là. Ah oui, ah, mais ça, oui. C'est vite perdu. Là. Ah, c'est une obligation. Hein. Si vous n'avez pas tout lu, c'est vraiment pour les complétistes. C'est du bonus pour les complétistes. Si vous êtes en retard sur la Haute République, n'y allez pas. C'est à conseiller qu'à ceux qui sont à jour, effectivement. Fait que gardons nos notes pour la fin, Jean. Écoute, je pense que les gens ont compris notre appréciation quand même jusque-là. Et comme je disais, on va partir en partie spoilers. Mais bon, comme j'expliquais, là, on vous invite à rester avec nous quand même. Sinon, à revenir quand vous aurez lu cet album-ci de Panini. OK, Jean, donc vu que c'est 4 numéros vraiment, les deux premiers sont un peu plus liés, là, mais sinon, c'est quand même 4 numéros séparés. On va y aller numéro par numéro. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer de quoi traite le premier numéro? Ok, alors déjà, on a un scroll en début de tome qui nous résume vite fait la situation. Hein. Donc on a marqué en gros toujours, et c'est Nihil qui règne dans la zone d'occlusion, entouré par le mur d'orage, c'est ça, le Stormwall? Oui, le mur d'orage. Le mur d'orage, qui est encore impénétrable par la République. On nous rappelle en plus des Nihil et des Nameless qu'ont les Nihil, qu'il y a le mystérieux Blight aussi qui est toujours là, mais vous inquiétez pas, il ne sera pas du tout présent dans ce tome-là. C'est juste, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mentionné dans le résumé, enfin dans le scroll au début, bref. Et dans le numéro 1, on retrouve Elzar Mann qui envoie des droïdes sondes à travers le Stormwall parce qu'ils ont trouvé un moyen d'envoyer des petits appareils comme ça à travers le mur et qui contiennent un message d'Elzar, justement, qui explique à ceux qui le recevront d'enregistrer à leur tour un message pour un petit peu jauger la situation de wherever le droïde va tomber, quoi. Il y en a un qui va arriver sur Eriadu. Et c'est Kort, donc le fameux Kort, qui est un personnage de la Haute République, Les Aventures, donc de Daniel Roseholder, la série principale, quoi, qu'il récupère. Il va enregistrer un message pour Man, qui explique la situation sur Eriadu.
et notamment que les Nahil ont occupé la ville principale et un petit peu la ville avoisinante, et un petit peu toute la planète, en gros. Il y a quelques Jedi qui sont quand même sur place, hein, sur Eriadu. On a Maître Emric Camphor, notamment. On a Farzala, Ram Jamaran, tout ça, ce sont des noms que si vous avez un petit peu lu La Haute République, vous reconnaissez. Et il y a aussi la team de Crash. Donc, tu mentionnais Crash, aka Ellis Ongwa, qui tente d'obtenir des intels concernant les faits et gestes des Nahil sur Eriadu. Et on mentionne aussi les Tarkin, donc les Tarkin, dont Severan Tarkin, qui est devenu un petit peu la tête de la famille. Hein. On a vu ça encore une fois, le personnage de La Haute République, les Aventures, la série principale, et qui est, les Tarkin, une des 5 familles dirigeantes à la tête du gouvernement d'Eriadu, un truc comme ça. Et voilà, bon, apparemment, tout ce petit monde est on age, quoi, on se rapproche du point de rupture avec les Nahil, la bataille d'Eriadu est sur le point de commencer, hein, ça s'échauffe un peu. Et donc, Severan Tarkin est un peu énervé, parce qu'il a perdu son espèce de... Alors, c'est quoi l'espèce de monstre, la Virmok, voilà, voilà, une espèce de gros gorille. Alors, c'est encore pareil, c'est vraiment la suite de ce qui se passe dans la Haute République, les Aventures, encore une fois. Donc, il avait capturé un de ces monstres-là pour justement monter à la tête de la famille Tarkin et renverser son oncle, hein, qui était un espèce de despote ou quoi, bref. Et donc, elle a adopté ça. Elle a même nommé Balinta. Et donc là, elle est un peu énervée parce qu'elle a perdu son animal de compagnie. Kort va tenter de la retrouver. Il va la retrouver, mais la créature est un peu incontrôlable. Elle va se diriger dans les tunnels, les souterrains de la ville, hein, de Eriadu City. Eriadu City ou l'autre ville, je sais plus, une des 2 grandes villes d'Eriadu, quoi. Kort, voilà, ouais. Kort va la suivre, va se confronter à des Nahil, hein, qui sont un petit peu infiltrés dans les souterrains. Il va quand même les neutraliser facilement. Il va retrouver Balinta, donc l'espèce de monstre, là, de gorille. Il va retrouver Severan, et Severan lui expliquer que le réacteur central là, qui permet d'alimenter un petit peu en énergie la ville est défectueux et sur le point d'être détruit si on ne le répare pas à temps, avec une possible destruction de la ville qui en résulterait si le réacteur venait à lâcher. Bref, c'est un peu le bazar. Le numéro finit sur Kort qui va finir d'enregistrer ces news d'Eriadu, donc. Et là, tu as Maître Emric Camphor qui arrive à ce moment-là pour lire qu'un autre droïde sonde a atterri près de Eriadu City, mais là, voilà, sur la page finale, on nous indique que c'est une Nahil, Drigit Pars, encore une fois, un autre personnage connu des lecteurs de la Haute République, les Aventures, qui l'a découvert. Voilà, le numéro 1 finit comme ça. Ouais, écoute, c'est pour ça peut-être une mini précision qui me vient en tête là, avec ton récit. Quand je disais, c'est vraiment pour ceux qui ont tout lu, ça demeure pertinent de lire en ordre de sortie. Donc, même pour les albums Panini, cet album-ci, et je vous invite à le lire avant le numéro 3 de la série. Là. Donc, c'est ça, tu sais. Ah oui, puis bon, comme tu as dit, là, les souterrains, le réacteur de la ville qui risque d'exploser, tout ça, ça va se retrouver dans les intrigues, même dans les romans, jusque dans le roman final là, de Charles Soule. Donc, effectivement, c'est très... De ce point de vue-là, on peut au moins leur donner que c'est très bien lié à toutes les autres œuvres là, des différents médias de la Haute République. D'une manière générale, je trouve que les 4 récits qu'on verra là, c'est du bonus, mais moi j'appelle plus ça de l'extension de lore en fait. C'est un peu ce que faisait dans Legends. Tu avais plein de petites séries qui sortaient, qui sur un point du lore, qui n'étaient pas des événements majeurs, mais qui apportaient un petit peu de contexte sur les personnages qu'on ne voit pas dans les œuvres principales, quoi. Tout à fait. Sinon, écoute, tu présentes, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, là, Jean présente, on vous invite à aller sur YouTube parce que Jean présente les images de ce premier numéro-là. Tu sais, c'est ça, côté graphique, c'est pas laid, là, tu sais, puis on reconnaît les personnages, c'est cohérent, etc. C'est quand même relativement dynamique, entre autres le découpage, tout ça. Ouais, fait que c'est pour ça, quand je disais, c'est pas un enjeu de qualité. On n'est pas sur du Georges Gentil, par exemple. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Ouais, c'est ça, on peut cocher, là, on a clashé Georges Gentil. Mais ça demeure un style que j'accroche moins. Puis un style que je trouve très, très jeunesse. Oui, c'est très jeunesse, ça c'est vrai. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu préfères Atoliba, par exemple? Tout à fait IDW, donc qui était l'autre compagnie là, qui avait ça avant Dark Horse. Mais bon, comme je disais, c'est pas pour critiquer la dessinatrice. Celui-là, c'est un dessinateur ou une dessinatrice? Alors, c'est un dessinateur, si tu veux. J'ai envie d'en parler un petit peu parce que c'est intéressant. Ouais, vas-y. C'est le gars. Paris Alain.
Paris Saline. Ouais. Moi, je pensais que c'était une dessinatrice aussi, mais non, apparemment, c'est un artiste canadien d'ailleurs qui a fait sa toute première contribution pour Star Wars. Il a fait que ça. Il a fait que ce numéro-là de Dispatches. Par contre, il a fait d'autres trucs de fou. Il a fait du TMNT. Moi, je lis souvent sur TMNT, Tortue Ninja, Spider-Man, Black Panther, et il a fait du Captain Canuck. Et ça, je voulais t'en parler parce que Captain Canuck, je sais pas si tu connais. Ben, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais lu. Là. Ouais, j'ai jamais lu non plus. Hein, voilà. C'est la version canadienne de Captain America. Exactement. Mais tu comprendras qu'au Québec, c'est encore moins connu, mais il y avait l'équivalent québécois aussi. C'est vrai, il y avait Captain Québec aussi. Ouais. Parce que Captain Canuck, il a une espèce de tenue blanche et rouge et la feuille d'érable sur le costume, et voilà, super puissant. Canuck, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est le diminutif un peu, ou en tout cas le surnom donné aux Canadiens. Surtout par les Américains, en fait. C'est un peu comme quand on dit des Yankees ou des... Ah, ça, je sais pas, tu vois. Je pensais que c'était c'est même le nom de l'équipe de hockey de Vancouver, où est-ce que tu veux. Donc, les Canucks. Les Canucks. Je pense que ça date du 20e siècle, là, dans les deux guerres. Là, donc, c'est comme ça qu'on appelait les Canadiens là, dans les conflits. Les Canucks. Voilà, bah en tout cas, il a dessiné Captain Canucks, mais voilà, moi, je trouve quand même pas trop dégueu au niveau. Alors oui, jeunesse, je suis d'accord avec toi, les couleurs un peu flashy et tout, mais voilà, mais je voulais te demander, toi qui critiques souvent Tolibao, donc le dessinateur principal de la série principale. Ben, entre les deux, je préfère celui-là. Voilà, c'est quand même c'est plus facile à lire, quoi, c'est plus classique. Si j'avais un choix entre les deux, j'irais avec celui-là. Mais c'est ça, il y a un petit côté. En fait, là aussi où j'ai, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au niveau des visages, c'est pas un problème d'incohérence d'une case à l'autre. Par contre, versus les visages qu'on est habitués par d'autres, tu sais, pour les mêmes personnages, je parle de Corte, je sais pas, il me semble que c'est pas le même Corte au niveau du visage du tout, même que sur la couverture. Tu sais, si je remonte la couverture à l'écran. Mais c'est les couvertures, c'est souvent, souvent différent. Quoi. Après, effectivement, les dessinateurs peuvent avoir leur propre interprétation des personnages. J'ai aucun problème avec ça. Ça va être la même chose sur le dernier, puis pourtant j'ai adoré là, sur le dernier. Mais pareil, je te rejoindrai sur le Tarkin. Là, c'est vrai que tu as vu la fameuse Tarkin qui dirige un petit peu la famille. Je la voyais plus jeune que ça, et là, il l'a fait avec des cheveux gris et blancs. Là, voilà. Moi aussi, j'ai dit, voyons, elle est jeune, c'est-tu la même personnage? Mais bon. Elle est censée être ado aussi, mais bon, bref. Mais il y a une mode là, chez les jeunes de se teindre les cheveux gris. Là, donc, peut-être ça. Mais en tout cas, moi, niveau dessin, franchement, il m'a bien plu. Et niveau scénario, je t'avouerai que là, c'est Daniel Roseholder, donc on va pas le représenter. Lui, c'est un peu le vilain petit canard, c'est celui qui a fait les trucs les moins marquants, on va dire. Hein, moi, j'irai pas jusqu'à dire des trucs mauvais, parce que j'ai quand même aimé ce qu'il a fait, mais je comprendrais qu'on n'accroche pas à sa série principale, les aventures, ni même à ses romans, quoi. Moi, je trouve qu'il a fait quand même des trucs bien, là, le Trails of Shadow, là, les pistes de l'ombre, c'était quand même très bien. Oui, c'était bien. Ben, c'était là qu'il avait créé le personnage de l'enquêteur, là, oui, de Emmerich, voilà. Voilà. C'est lui qui a créé Ram Jomaram. Donc, c'est ça. Il y a des bonnes choses quand même à son portfolio. Là. Exactement. Et il était sur les mangas aussi de la Haute République, Edge of Balance, là, un équilibre fragile, sur deux tomes sur 4 quand même. Donc, franchement, il n'a pas fait que de la merde. Et là, son histoire, alors oui, son histoire, elle est pas... C'est pas les plus passionnantes, c'est beaucoup de lecture, il y a beaucoup de phylactères, comme on dit. Mais j'ai quand même aimé tout ce qui raccroche à ce qu'on connaît de la Haute République. Moi, je pense que là où j'ai eu du mal, c'est que là, maintenant, je vois plusieurs trucs qui raccrochent, qu'au moment où ça c'est sorti, ben, par exemple, l'histoire du réacteur, c'était nouveau, tu comprends? C'est là, maintenant, on connaît l'implication, des romans qui viennent après. Ben, c'est ça, fait qu'il y a toutes sortes de choses comme ça. Et ça suit les personnages, honnêtement. Bon, Emmerich, l'enquêteur, j'ai bien aimé dans sa mini-série qui était plus noire, là, était adulte d'ailleurs, elle n'était pas chez Dark Horse, c'était chez Marvel. Mais pour les autres, c'est des personnages que je trouve un peu sans intérêt. Entre autres, là, Crash, qui est parti dans la phase 3, là, puis que j'arrive. Le pire, c'est qu'au début, j'aimais bien son personnage, je le trouvais original. Mais écoute, non, c'est ça. C'est un peu une suite aussi à tout ça. C'est un peu une suite à son roman
donc de la phase 1, qui était Horizon funèbre en français. Oui. C'est là où était introduit Et Crash. moi, lui aussi m'avait beaucoup déçu, et je pense qu'il avait déçu quand même pas mal de gens. Là. Ouais, Puis ouais. là, on voit que c'était le plus faible des 6, là, vraiment, Ouais. de la première phase. Ouais, je suis Donc, pas d'accord. C'est vrai que même là, hein, c'est pour revenir aux comics de ce soir, sur les 4 histoires, je t'avouerai que la plus faible, s'il a fallu en choisir une, ce serait celle-là, cette première histoire. première, Parce que l'histoire de. Alors déjà, il y a deux trucs déjà qui m'ont choqué. Est-ce que tu as remarqué la narration de Holder? Alors non seulement le trop plein de texte, mais en plus, ça m'a fait penser à son Lost. C'était comment il s'appelait déjà? en français, c'était Baroud d'honneur. Baroud d'honneur, ouais, son roman sur. J'ai plus le titre en anglais. C'est Last Shot. Last Shot, pardon. Last Shot où il allait d'une timeline à une autre. Et là, c'est pareil. Pour un petit numéro de 20 pages, il fait la même chose. Tu as le présent, où tu as Cort qui enregistre ton message. Tu as le passé, où tu as le flashback de Cort avec Crash et tout ça. Puis ça revient après. Enfin, il peut pas Dans un comic de 20 pages. Ouais. Ah ouais, il peut pas s'empêcher de faire un truc linéaire et compréhensible. C'était un peu le bordel, mais même moi, parfois, je disais, mais attends, on est où là? Et ça, c'était un peu dommage. Et le fait que l'histoire est très légère. Hein. C'est Cort qui a la poursuite d'un gorille. C'est vraiment très jeunesse, là, pour le coup. Là, ouais. Puis le fil rouge du droïde pour envoyer un message, là, il est extrêmement faible dans ce numéro-là. Là. On ne se le cache pas. Ça aurait pu être ajouté par après. Il y avait déjà des idées pour une histoire, puis là, il a ajouté l'histoire du droïde qui passe la frontière. Disons que ce qui est important, c'est les 3 premières pages et les 2 dernières. Le reste, voilà. Écoute, voilà, on passe au numéro 2, Jean. Alors, numéro 2, donc le numéro suivant enchaîne, tu l'as dit précédemment, directement après cliffhanger du dernier, du numéro 1. Et là, on suit Drigid Parse, donc une Nahil, qui récupère le deuxième droïde sonde. Elle ramène au Warden, alors le gardien, c'est ça? Ouais, en français, le gardien, il me semble. Le gardien. Voilà, donc qui est le grand méchant un petit peu de la phase 3 de la Haute République, les aventures. Le gardien va lui demander de craquer, de décrypter le message qu'il contient. Parce qu'il n'est pas dispo pour tout le monde. Il faut faire partie de la République pour pouvoir ouvrir le droïde et enregistrer son propre message. Quoi. Donc on retrouve ensuite Crash et sa team qui ont vent du fait que les Nihil ont le droïde. Ru, là c'est pareil, Ru c'est donc le personnage créé par Alyssa Wong justement dans sa nouvelle. Ouais, écoute, ça, on peut peut-être faire un encart très rapide, Jean, mais je l'ai lu récemment, cette nouvelle-là, grâce à toi, qui me l'a fournie. C'est une nouvelle qui était exclusive à une édition britannique, Barnes & Noble, du recueil de nouvelles. Donc, tu sais, là, quand on parle de niche, de niche, et là, tu crées un personnage dans cette nouvelle-là, qui est intéressante. Là. C'est un ex-Jedi, donc il y en a plusieurs des ex-Jedi dans la Haute République. Mais, tu sais, là, c'est ça, là. Il n'était pas là avant, maintenant il est là dans l'équipe de Crash. Puis c'est ça, il faut avoir lu une nouvelle qu'à peu près personne n'est capable de lire parce qu'elle n'est pas disponible nulle part. Oui, mais non, mais il a été réintroduit aussi dans la série de comics de Holder, les aventures, j'imagine, j'ai plus le passage où il est réintroduit, mais j'imagine qu'il te recontextualise le personnage quand même, tu vois. Même ici, en fait, encore une fois, il répète, je suis plus un Jedi, etc. C'est vrai, ouais, parce que c'est ça le petit piquant de ce personnage-là, de Roux, donc avec un design très très manga, je sais pas ce que t'en penses, très très Sasuke, je sais pas, c'est le personnage blanc là. Il a l'originalité d'être un Nihil Jedi, où il a été découvert comme ça, qu'on pensait que les Nihil avaient un Jedi dans leur rang, et en fait, on s'est rendu compte que c'était un ancien Jedi qui s'est déguisé en Nihil, mais qui est en fait un gars au grand cœur, voilà, qui a rallié Crash et sa cause, quoi. Donc, voilà. Mais c'est un personnage intéressant, je trouvais quand même si effectivement il fallait lire des trucs un peu obscurs pour pouvoir le découvrir. Donc Roux, lui, il se propose d'infiltrer la forteresse du gardien en mode Nihil, quoi, avec son casque et tout ça. Et donc là, je fais le rappel d'ailleurs. Donc c'était un personnage d'Alyssa Wong. Donc Crash et Roux vont tenter de passer les gardes. Ça marche pas du tout comme prévu. Hein. Même les premiers gardes vont se douter de la ruse. En fait, quand est-ce qu'un plan de cette équipe-là a fonctionné? C'est comme dans Breaking Bad. Le concept, c'est que ça marche jamais. Ça marche jamais, effectivement. Et là, on a directement une baston. C'est beaucoup plus d'action comparé au numéro précédent, où tu as Roux et Crash qui vont se battre contre les Nihil. Roux va s'enfoncer de plus en plus dans la forteresse du gardien pour au final réussir à trouver Drigid Parse et le droïde qu'elle avait trouvé.
baston Roux contre Drigit. Et au final, Roux arrive facilement quand même à maîtriser la Nihil. Hein, c'est une adolescente Nihil. Hein, tu vois, donc c'est pareil, c'est un personnage des romans jeunesse, ça, à la base. Et donc Drigit qui va avouer son réel but, en fait. Et ça, on le savait depuis un petit moment, qu'elle était Nihil, mais sans trop vraiment vouloir être à fond pour la cause, tu vois. On sait qu'elle était, c'était une grande amie, son meilleur ami, c'est un Jedi, d'ailleurs, un jeune Jedi qui est sur Valo. Donc un personnage. C'est parce qu'il manquait, tu sais, c'est ça. Ouais. 25 personnages n'étaient pas suffisants pour une série comics jeunesse. Donc, dans la phase 3, ils en ont créé encore des nouveaux, que par exemple Roux, mais aussi celle-là que je monte à l'écran. Là. Donc, qui est chez Lenny Hill, qui est comment dire, c'est une amie d'autres personnages quand elle était sur Valo, en tout cas. Ouais. C'est ça. Mais bref, beaucoup des histoires tournent autour d'elle. Beaucoup des intrigues. Brigitte, elle devient importante dans la phase 3. Et là, justement, on apprend. Parce que moi, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la lecture de ce tome-là, je pensais. Je la comprenais pas, ce personnage. Je savais pas, mais de quelle allégeance tu es, quoi. Tu es gentil ou des Nihil, quoi. Et là, on a la réponse. Effectivement, elle va craquer le droïde pour pouvoir l'utiliser et envoyer un message à la République. Sur les plans du gardien concernant Eriadu, surtout, hein, parce qu'en fait, voilà, le gardien, lui, ce qu'il veut, c'est rassembler les forces armées Nihil sur Eriadu pour la grande bataille. Et donc, Drigit trahit les Nihil parce qu'elle veut sauver des mondes envahis par les Nihil, dont Valo qui est sa planète d'origine, hein, et sa planète où se trouve son meilleur ami Jedi, voilà, qu'on a découvert dans le roman. C'est un peu comme ça l'histoire. C'est un peu le bazar, mais effectivement, il faut avoir lu 36 œuvres précédentes pour comprendre. Là. Ouais, ou peut-être en tout cas pour l'apprécier à son maximum. Voilà. C'est pour ça que personnellement, j'ai adoré cette histoire, justement. Ça raccroche encore une fois plein de wagons. Ouais. Oui, ça, t'as raison. Ça raccroche plein de wagons. Après, à moins de travailler à la, comment vous dites en France, la SNCF, là, ici on dirait OCN ou OCP, mais c'est ça. Les wagons, ils peuvent rester décrochés. En tout cas, c'est vraiment, c'est du fan service, ou en tout cas, pas du fan service, du bonus. Vraiment, là, c'est pas de l'essentiel. Veux-tu me montrer un peu de quoi ça a l'air? Oui, parce que niveau graphique, alors attends, tac, on n'est pas dans le même style que le précédent. Niveau couleur, quand même, ça reste du jeunesse, c'est quand même très coloré. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est les combinaisons coloristes dessinateurs, j'ai trouvé que c'était bien. Ouais. Et puis niveau dessin, alors attends, je vais te nommer l'artiste qui a fait le numéro 2. C'est Valéria. Oui, c'est Valéria Favoccia. Voilà, Favoccia. Qui est donc c'est sa première contribution aussi, alors pour des intérieurs seulement, mais c'est elle qui est à l'origine des covers de la mini-série The Bad Batch Ghost Agent, tu sais. Et qui sera de retour d'ailleurs pour les covers de la deuxième mini-série Rogue Agents, encore sur The Bad Batch. Mais voilà, c'est plus une cover artiste. Là, elle fait les intérieurs pour la première fois. Voilà. Valéria. Écoute, c'est pas laid. Encore une fois, je trouve qu'on est dans un style très jeunesse, mais moi, ça me comment dire, c'est ça. Si on était, pour prendre un autre exemple, là, c'est Alyssa Wong, l'auteur de celle-là. Donc, un autre de ses œuvres, c'est Dr. Aphra. Moi, je trouve que ce type de dessin-là va parfaitement à des récits de Dr. Aphra qui est bordélique, chaotique, dites-le comme vous voulez. Puis justement, c'est comme ça que Dr. Aphra avait débuté dans Star Wars, là, la première série de Dr. Aphra de 2016. Puis c'était parfait. Fait que c'est beau. Tu montes à l'écran, puis même le découpage, puis tout ça, les ambiances, on voit justement les changements de couleurs, puis en fonction de l'éclairage, des sables laser, etc. Fait que c'est bien. Mais disons que ça ne me met pas dans une ambiance épique, tu comprends, comme on est dans les événements de la fin de la Haute République, là, c'est ça. Mais tu sais, on est dans un comic jeunesse. Donc, et puis l'enjeu, c'est quoi? C'est juste un groupe de... Ouais, j'allais dire, un groupe de... C'est quoi? C'est une espèce d'agence de sécurité, quoi. qui s'est retrouvée c'est zéro clair, parce qu'en plus, c'est une agence de sécurité basée sur Corellia, normalement. Mais là, dans la phase 3, ils sont rendus sur Eriadu, ils sont un peu bloqués là. Mais c'est ça, c'est Crash et ses amis. Un groupe de rebelles, quoi. Voilà, c'est plus des rebelles qui vont essayer de récupérer un droïde. Donc les enjeux sont pas non plus élevés, donc de l'épique, tu vois. Mais au moins, dans celui-là, l'histoire du droïde est centrale. Donc, c'est pas comme dans le numéro 1. Ici, tout tourne autour de ce fameux droïde-là à récupérer. C'est vrai. Comme un MacGuffin.
Ouais, c'est complètement un MacGuffin, complètement. De toute façon, oui, c'était le comic s'appelle Les Messages de la zone d'occlusion, et quand tu vois le premier numéro, tu te dis, voilà, c'est Elzar qui envoie ses messages, donc qui veut récupérer des messages, donc bon, ça fait sens, quoi. Non, pour venir sur les dessins, moi je trouve que voilà, Roux, c'est un personnage que j'ai toujours trouvé très très stylé, notamment en comics, parce qu'en roman, on ne sait pas trop à quoi il Je sais ressemblait. pas c'est quoi la race, hein, mais c'est ça, c'est peau blanche, cheveux blancs. Ouais, voilà. Je sais pas, à moins que ce soit la même race que ceux qui ont les cheveux argent, là, ou la peau argentée. Puis que, là, en dessin, ils le mettent blanc, je sais pas. Ouais. Mais, qui a un pouvoir en plus qui est intéressant comme personnage parce que c'est un ancien Jedi, tu l'as dit, donc il a la force avec lui, sable laser et tout ça, et donc il a une espèce de, lui il a une vision de la force un peu originale slash différente des autres. Il va, c'est comme si voilà, il se retrouvait dans une espèce de vide spatial, et donc il voit l'espèce de forme fantomatique des personnages aux alentours. C'est assez particulier, mais je trouve ça intéressant. C'est une autre. Tu sais, on sait que chacun des Jedi, la Haute République, ont une vision de la force différente, tu vois, avec Avar et ses chansons, Elzar et son océan, si je dis pas de bêtises. Voilà, ben là, t'as une autre vision un petit peu, métaphysique, un petit peu what the fuck, on va dire. Ouais, exactement. Mais voilà, c'était intéressant. Et voilà, je trouve quand même que le dessinateur, il arrive quand même, ou la dessinatrice en l'occurrence, elle arrive à la rendre ultra charismatique, ce personnage, dans ses phases d'action, à chaque fois, avec son casque et tout. Je trouve qu'il a du charisme. En tout cas, c'est un personnage que j'aimerais bien revoir à l'avenir, tu vois. Et pour une fois, parce que Crash, tu vois, c'est un personnage que j'aime bien. Alors, j'adore aussi l'histoire qui est derrière. Je t'avoue que ça aussi, ça m'intéresse énormément. Tu l'as nommé, donc c'est Holder qui s'est inspiré de son amie Alyssa Wong. D'ailleurs, Alice Wongwa, là, c'est un anagramme, quoi. C'est de Alyssa Wong. Le nom de Crash, là. Ouais. Voilà. Et même Crash, voilà. Crash, c'est le pseudo que Alyssa Wong utilise sur les réseaux sociaux. Voilà. Et en fait, c'était super intéressant. En me renseignant, j'ai appris que, en fait, Holder, ce qu'il fait, ça s'appelle, il tuckerise Wong, Alyssa Wong. Et la tuckerisation, c'est un vrai truc, c'est pas des conneries. C'est le principe, en fait, en littérature, d'utiliser des noms de vraies personnes pour des personnages fictifs, mais pas que pour des personnages, même pour des planètes et des trucs comme ça. Et il faut savoir que dans Star Wars, il y en a plein. Genre, Timothy Zahn, qu'on adore, il a fait pour le personnage de Har-Alani, tu te rappelles, de la même race que Tron. L'amiral, ouais. Voilà, qui est un peu sa meilleure amie, slash love interest, tout ça, c'est peut-être moi qui aurais voulu que ce soit son love interest. Bref, ça c'est le... Ouais, c'est ça. Throne n'a pas de sentiments. Bref, et Har-Alani, c'est pareil, c'est inspiré d'une amie de Throne, par exemple, tu vois. On l'avait vu pour le tome des Ewoks, mais le nom complet de Wicked, c'est Wicked with Three Warwick, tu vois, en hommage à Warwick Davis. C'est un peu ça, tu vois. Tu te rappelles la planète Bardota? C'est une référence à Brigitte Bardot. Tout ça, ça s'appelle la tuckerisation. Et là, donc, Holder l'a fait avec Wong, quoi. Et je trouve ça intéressant que Wong reprend son personnage de Crash dans la nouvelle. Elle avait fait aussi je crois que le comics Battle of Area 12 est aussi écrit par Alyssa Wong, il sortira après. Mais donc, elle reprend son personnage pour essayer d'en faire des trucs avec, quoi. Et ça, je trouve ça cool. Et la dessinatrice, je trouve qu'elle a... c'est celle qui a le mieux dessiné, parce que on l'a vu plusieurs fois dans les comics, Crash, et je la trouve tout le temps très très mochement dessinée, quoi. Ouais, on en reparlera quand on va faire le prochain album, là, celui de Crash Zone. Voilà, par exemple. Effectivement, elle est beaucoup mieux dessinée. Là, je sais pas, elle a un petit visage tout mimi et tout, comme je me l'imaginais moi, tu vois, parce qu'elle a un petit côté asiatique aussi, je dis pas de bêtises, tu vois. Mais là, que tu as montré les couvertures, elle était vraiment très moche. La première apparition en comics, dans une espèce d'annual aussi, je pense, elle était ultra moche, en mode dessin un petit peu franco-belge. C'était dur, mais là, voilà. Donc là, j'étais très content de la voir. Pareil, le personnage de Bridge, la Nahil que je vous montre là, pareil, c'est un petit personnage sans prétention, mais tu vois, son allégeance me dérangeait, et là, j'étais content d'avoir la réponse. Donc, non, très content de cette histoire-là, tu vois. Excellent. On passe au troisième. Je vois le temps qui file. Pardon, excuse-moi. Donc, le troisième. Tac. Cette fois, donc, on suit Emmerich Camphor, donc le fameux personnage enquêteur, là, le Jedi Black, qui est coincé aussi sur Eriadu, et qui enregistre son message, mais alors, bizarrement, il n'est pas sur Eriadu, il a pris son vecteur, et il s'est barré un petit peu dans l'espace, donc il enregistre son message dans l'espace. Pas bol pour lui, parce que qui c'est qui arrive en même moment? C'est le Spider Cruiser de Niv Drendov Apruk, alors on va appeler Niv. Niv, c'est un des méchants Nihil qui travaille notamment pour le Baron Boulan, voilà, c'est un des méchants scientifiques. Un des autres, quand je disais, des personnages apparus dans la phase 3, là, donc c'est ça. Voilà, exactement. Et donc, en gros, l'apprenti du Baron Boulan. Et donc, il se rend compte que
que Emmerich enquêtait sur une planète désertique du nom de Vran Tarnum. Et donc, cette planète intéresse Nive parce qu'on va apprendre que Nive provient de cette planète-là. En fait, il est né et a grandi sur cette planète-là. Et il se demande pourquoi lui et son maître, le baron Moulan, s'intéressaient tant que ça à la planète. Donc, ils vont s'y rendre tous les deux. Donc, on aura une espèce de trêve entre le Jedi et le Nihil. Ils vont se rendre tous les deux sur la planète Vran Tartum. Ils vont d'abord se faire attaquer par une meute de Charhound, les fameux chiens de feu là. Et en français, ils ont traduit ça par les carbo-canins. Ah ouais, assez stylé comme traduction. Carbo-canins. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, carbo-canin. La race d'Ember, hein, la chienne de Belle qu'on adore tous. Oui, qui ont traduit aussi son nom par Tison. Donc en français, Ember s'appelle Tison. Ouais. D'accord, ok, intéressant. Mais tu vois, on ignorait ça. Sauf, ça fait partie des rares ça va nous rappeler le film de 77, mais bref, dans la série télé animée là, pour les jeunes, là, les jeunes Jedi. Oui, Young Jedi Adventure en anglais. Young Jedi Adventure, là-dedans, ils n'ont pas traduit le nom. Ah, là-dedans, le chien s'appelle Ember, mais dans tout ce qui est à l'écrit, il s'appelle Tison. Tu vois, Tison, c'est sympa, mais pourquoi Amber, ça fait stylé aussi. Ambre, pourquoi pas Ambre? Ambre, c'est... Non, c'est Ember dans le sens des cendres, pas des cendres, c'est ça, des tisons, D'accord. Bref, c'est ça, Ember, si tu traduis, c'est des genres de tisons. Ouais. Ok. Des braises, voilà, c'est ça. La vraie traduction d'Ember, c'est des braises. Ok. Écoute, si vous aimez cette race-là, vous serez content d'en voir une meute pleine qui chasse nos héros, notre héros et notre vilain. Et donc, ils vont, là encore une fois de plus, coopérer et s'échapper ensemble. Ils vont se retrouver refuge dans le fameux temple, justement, qu'ils voulaient atteindre. Donc, ça tombe quand même bien. Là, ils vont essayer de décrypter des espèces de hiéroglyphes, là, une espèce d'écriture mystérieuse. Pour ce faire, ils vont s'aider du journal d'Azlinarel, parce qu'en fait, ça, c'était des recherches qu'avait commencé le baron Boulan et qui devait les renseigner sur les origines des sans-noms, en fait, des nameless. Et au final, donc, ils vont réussir à déchiffrer un petit peu tout ça, tous ces hiéroglyphes, et ils vont trouver la clé de comment passer à travers le veil, l'espèce de fameux voile de la fameuse planète X, donc la planète origine des nameless. Et donc, ils vont tellement sympathiser que Emmerich va quand même sentir que Nive n'est pas vraiment à fond pour la cause Nihil, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est la connaissance, quoi. Il en apprendre le plus possible sur les sans-noms. Mm-hmm. Et il va même jusqu'à aller, Nive, le Nihil, jusqu'à aller trahir ses comparses Nihil pour laisser Emmerich enregistrer un message via le droïde d'Elzar. Et donc, Nive va se livrer au Jedi, à condition pour lui qu'on lui laisse continuer ses recherches sur les sans-noms. Donc voilà, c'est un petit peu la fin de l'histoire de ce personnage-là. En fait. Ouais. Donc, zéro lien, ou en tout cas en dehors de l'histoire du droïde, là, vous aurez compris qu'on n'est même plus dans les mêmes personnages. Donc, Crash et tout ça sur Eriadu, on n'est plus là-dedans. Complètement. Il y a le fameux vaisseau que je trouve complètement idiot depuis son apparition là, il y a plusieurs années, en forme d'araignée. Mais au-delà de ça, écoute, c'est ça. C'est deux personnages que je trouve quand même intéressants. Mais ça raccroche très bien, encore une fois, au roman, tout ça, comme tu dis, le moyen qu'ils vont trouver pour aller sur la planète X. Donc, tout ça va avoir un impact dans le dernier roman. Fait que c'est ça, tu sais, en termes de rattacher les ficelles. Ouais. Et oui, ça, bravo, c'est très bien. Celle-là, c'est celle-là de Cavan Scott, hein, si je ne me trompe pas. Non, c'est encore Holder qui revient. Là. Oui, c'est ça. Holder, c'est le premier puis le troisième. C'est ça. Et écoute, comme toi, moi j'ai adoré ce numéro, c'est peut-être mon numéro préféré, niveau histoire d'abord, parce que ça explique enfin ce qui arrivait à ce fameux Nive, quoi. Parce que moi, c'était une des critiques des derniers romans, parce que j'avais oublié un petit peu cette aventure-là, et dans le dernier roman, un peu spoiler, là. Ah non, je devrais pas le dire. Bref, disons que ce personnage-là, il disparaît vite de l'équation, on va dire. Et on ne sait pas trop ce qu'il devient, et en fait, la réponse, elle est dans ce comics-là, tout simplement. Donc, j'étais content de savoir ce qu'il devient. C'est tout con, hein, mais ça, plus les recherches d'Emmerich qu'on mentionne dans notamment le roman de Charles Soule. Donc, ce sont ces recherches-là, les recherches de comment passer à travers la planète X et son atmosphère nébuleuse. Donc, non, pour ça, pour le remplissage de trous encore, c'est des détails à la con, mais moi j'ai adoré ces détails à la con. Là.
Bref. Sinon, côté dessin, comment t'as aimé? Alors. Personnellement, je dirais que en tout cas, ça sera pas mon préféré. Comment il s'appelle? Dan quelque chose? C'est comment il s'appelle? C'est Lucas Marangon qui s'appelle. Et alors Ah lui, oui, c'est c'est le coloriste qui est Dan Jackson. voilà. Alors lui, c'est bizarre parce que lui, il a un gros CV. C'est limite celui qui a le plus de trucs écrits. Il a écrit énormément de Legends en fait, notamment des séries sur Tag and Bink. C'est Tag and Bink, les fameux personnages qui Ah devaient oui, apparaître dans Solo. ouais, qui était un peu comment dire, pas caricature, un peu, ouais, de la caricature Ouais. ou de ouais. Du comic strip vraiment très humoristique quoi, Mhm. dans l'univers Legends quoi. Et c'est dommage que la scène a été coupée dans le film parce que j'aurais bien voulu le voir Ouais, en c'est live action. Mais voilà, en fait, et lui, il a fait Marangon, donc Lucas, il a fait un peu de Hyperspace Stories. Alors c'est rigolo, c'est lui qui sera dans le Hyperspace Stories Obi-Wan, notamment. Donc Ah oui, qu'on verra peut-être un jour. peut-être un jour là. Donc non, mais alors niveau vaisseau et personnage, j'ai rien à dire. Quoi. Enfin, on les reconnaît bien, il y a pas de souci. C'est pas super non plus, mais tu vois, le Spider Cruiser même. Moi, j'aime bien ce design-là, j'ai trouvé ça très bien dessiné, il n'y a pas de souci. Le problème, et tu l'as sûrement noté, les fameux chiens, là, les Charhounds, sont très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, là, tu vois, une page où, c'est quoi le problème, là? Est-ce que tu t'en es rendu compte, quoi? Niveau, ceux qui ne Au voient pas, niveau donc, des visages? non, niveau fond, niveau Ah, arrière-plan, les fonds vides? Ouais. le truc est rempli de fond vide, là, tu vois, il y a une page, il y Ouais, a 0 fond. ouais, exact. Bon, ça, c'est du raccourci. Sinon, moi, je mentionnais les visages, puis tu sais, même le découpage, tout ça, moi, j'ai trouvé, tu mentionnais le style franco-belge, j'ai trouvé que celui-là, on était celui qui est le style le plus Ouais, franco-belge des ouais, ouais, quatre. Là. Ouais, ouais, je ouais. suis un peu d'accord, Autant en découpage qu'en style de dessin. ouais. Ouais. Bah là, tu vois, un peu de découpage un petit peu plus sympathique, là, tu vois, quand ils font Original. leur recherche pour faire style que le temps passe et tout, avec. Ah, je trouve ça trop mimi, là, tu vois, les Charhands qui s'amusent. Parce que la meute de Charhands qui les chasse, Emmerich va les communiquer avec eux par la force et va les calmer et va après les nourrir et va même jouer avec eux parce qu'il y en a un qui a une petite balle. Là. Je trouve ça Mhm. trop mignon, c'est trop bien, quoi. Pour les fans de chiens, comme on est tous, hein. Oui, Visiblement que je suis plus que certaines autres personnes de oui, l'équipe. oui, ouais. Ça, Mais c'est ça, vous avez écouté l'émission sur le dernier voilà, roman de la Haute République. c'est une private joke, ouais. Mais en tout cas, ouais, non, c'est niveau fond, quoi, tu vois, c'est abusé, là, tu vois, alors je comprends bien qu'on est dans un temple où il y a rien derrière, et là, on est dans un vaisseau où il y a rien derrière, mais non, c'est pas une excuse pour mettre 0 fond nulle part, là, tu vois. Et là, j'enseigne, il y a vraiment que dalle, quoi, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les dessins de ce numéro-là, quoi. Mais en tout cas, c'est pas moche non plus, tu vois. Là, tu vois, c'est très minimaliste, même dans l'espace, tu vois. Il fait des petits vaisseaux, et puis le reste, c'est l'espace, quoi. Donc, bref. Mais c'est pas moche, c'est pas du gentil, encore une fois. Écoute, non, effectivement, mais c'est ça, c'est rien de magnifique non plus. J'ai pas de coup de cœur ici. Puis côté histoire, même là, je serais pas d'accord avec toi. J'irais pas, ça serait pas mon favori des 4. Ah. Je trouve ça extrêmement léger. L'alliance, on va dire, des 2 personnages ennemis. Là. Le retournement là, se fait. En même temps, on est dans un comics jeunesse, là, comme je disais. C'est pour ça, quand tu disais tantôt que celui-là était moins jeunesse que d'autres, jusqu'ici, disons que, disons, dans les thématiques, peut-être pas, mais disons que si tu donnes ça demain à un gamin, il sera complètement perdu, quoi. Je pense pas qu'il accrochera plus que ça. Ah, dans ce sens-là, ouais. C'est plus dans ce sens-là. Niveau histoire, écoute, moi, ça m'a beaucoup fait penser, cette histoire-là, à Zeb et Calus dans l'épisode Rebelle. Ouais, un peu. Ça faisait un peu ça, tu vois, les 2 frères ennemis qui doivent s'allier. Moi, j'ai beaucoup aimé revenir sur la planète Vrantrartom, là, parce que même si on n'arrive pas à la prononcer, ce nom de planète, c'est quand même la planète où qu'on avait déjà visité dans la Haute République les Aventures, encore une fois la série principale, et où Mark Henro et Yoda faisaient un peu la course pour retrouver un des rods, un des sceptres de puissance pour contrôler les Nameless. Et donc c'était Markion qui l'avait trouvé, évidemment. Donc c'est très cool. Et même Trail of Shadow. Donc ça, c'est encore une fois, c'était une œuvre de Holder qui fait encore référence à ça. Emmerich était déjà venu sur cette planète pour enquêter. Donc là, tu vois, il y a une petite allusion au début du numéro, où justement il doit retourner dans cette planète-là pour trouver la clé sur les Nameless, tout ça. Donc ça, c'est très cool. Nive, alors c'est très succinct, mais Nive va discuter avec Emmerich et va parler un petit peu de son passé en tant que scientifique. Donc il va rappeler le Baron Boulan, il va rappeler un petit peu la Night of Sorrow, tout ça, toute la phase 2, un petit peu, tu vois, sur Dalna, tout ça. Donc ça, c'est des petites miettes que moi j'ai beaucoup aimé retrouver là, quoi. La planète X, donc évidemment, le lien avec la planète X, c'est très cool aussi. Donc voilà, quoi. Et encore une fois, ce que devient Nive, quoi, ce que devient ce personnage-là. Donc non, je sais pas. J'ai beaucoup aimé
ces petits bouches-trous, quoi. Voilà. Voilà, numéro 4, Jean, on termine ça. On passe maintenant à Ty-Urek et Lournadi. Voilà, on va terminer en beauté quand même, avec au sens propre comme au figuré. Parce qu'on va retrouver Ty-Urek et son acolyte Drewen, l'espèce de petit lutin là, bleu, sur la planète Dalna, la fameuse Dalna, une planète phare de la phase 2 notamment. Ouais, au cœur de la phase 2. Au cœur de la phase 2, exactement. Et donc, Ty qui a été dépêché par Elzar pour retrouver les droïdes sondes qui ont mal fonctionné, hein, les droïdes, donc il a envoyé pour communiquer à travers le Stormwall. Et ils vont se retrouver, Lournadi et sa team de Phantom Breaker, là, comment ils appellent ça? J'ai plus de Tempest Breaker, pardon. Tempest Runner, je ne sais plus comment elle a surnommé sa team. Et notamment. Tempest Breaker, il me semble. Tempest Breaker, c'est ça. Donc, les briseurs de tempête, les tempêtes chez les Nihil étant un peu les régiments, si on peut dire, là, ou les divisions. Effectivement, ça fait sens, vu qu'elle s'est retournée contre les Nihil. Elle n'est plus du tout Nihil, elle fait partie des gentils maintenant, et elle botte les culs des Nihil. Et donc, on retrouve donc Lournadi, on retrouve Tay Sirek et son fameux gantelet Darkseid. Qui ont l'air connecte, autrement dit, à la série Marvel. Ouais, complètement. De Cavan Scott. De Cavan Scott, et on le verra, ce one-shot-là, c'est du Cavan Scott, donc il relie avec sa série. Ça fait sens. Et donc, tout ce petit monde ont l'air de se battre. Alors, au début, on pense contre des Nihil, voire des Drengir, parce qu'on voit une espèce de liane s'affoler. Ouais. Mais non, en fait, ils se battent contre un autre groupe de rebelles, entre guillemets, en fait, pas de Nihil, en gros, de gentils. Et c'est alors j'ai pas le prénom, mais c'est une Lonto, donc les Lonto, on les avait vus tout le long de la Haute République, c'est une espèce de race de mages plantes, un petit peu avec des pouvoirs, la Poison Ivy, en gros, qui arrive à manipuler. On en avait vu, entre autres, je crois, sur Jeddah. Exactement. Sur c'était un peu un des personnages là, dans l'assemblée des différentes religions sur Jeddah. Là. Exactement. Je ne sais pas si c'est une race qui existait déjà, mais en tout cas, elle était bien présente dans la Et donc, elle a attaqué, elle a un peu pété un boulon. Elle a paniqué. Ouais. Elle a paniqué, voilà, elle a attaqué nos héros. Nos héros ont contre-attaqué. C'était un peu c'était un peu la guerre. Mais au final, c'est Ty qui arrive au milieu de ce bazar, qui va la raisonner, lui faire raconter son histoire, tu vois, la calmer, et va sauver tout le monde, en gros. Et donc, elle explique le gros quiproquo. En fait, le groupe de la Lonto, là, de la fameuse Poison Ivy, ils ont volé une navette Nihil. Un droïde sonde a tapé sur la navette Nihil et a cru qu'il s'était attaqué. Et qui c'est qui se trouvait là à ce moment-là? C'était Lourna et ses potes. Et donc, ils croyaient que, voilà, donc grosse baston. Et au final, tout est bien qui finit bien quand même. Tu vois, Ty est arrivé à apaiser tout ça. En fait, le résumé, c'est un mot, c'est quiproquo. Tout est autour de ce mot-là. C'est ça. Sinon, écoute, comme tu as dit, là, on retrouve Lourna puis toute son équipe là, de mercenaires, je crois, qui se font qualifier maintenant. Là. Mercenaires au service de la République. Ouais, fait que quand je disais, c'est très relié à la série adulte là, en parallèle du côté de chez Marvel. Oui, complètement. Côté de dessin, écoute, on le tease depuis le début de l'émission, mais voilà, on retrouve un dessinateur. Écoute, il faut prévenir les gens qui ne verraient pas les images sur YouTube, mais c'est psychédélique. Hein, c'est vraiment le mot qui décrirait son style, là, ou LSD, ou des mots comme ça, mais fait que j'ai trouvé ça intéressant quand il passait à d'autres ambiances. À un moment donné, il est dans l'espace avec des vaisseaux. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir son type de dessin sur différents contextes. Parce que dans les échos de la peur, on était dans des visions. Donc, ça faisait sens des visions du côté obscur. Fait qu'il y avait un côté très logique. Alors que là, vous voyez à l'écran, parfois, on est dans un vaisseau. Et malgré tout, il y a quand même cet effet-là très étrange. Fait que je pense que certains aimeront pas du tout. Oui, sûrement. Moi, j'adore, mais je comprendrais que certains comprennent pas le délire un peu psychédélique. Ouais. Après, ça colle bien au fait que ils vont sur le Dana. Et là encore, Cavan Scott, lui aussi, va raccrocher les wagons avec tout ce qui s'était fait sur la République, mais ils vont parler de la destruction de Dalna, qu'on a vu dans c'était Mission to Disaster, le roman. Et donc là, on voit un petit peu visuellement ce qui est devenu de la planète. Et donc les Nihil ont complètement détruit la planète et ont fait exploser tous les volcans, en gros, de la planète qui l'ont rendu inhabitable. Et donc là, on voit un petit peu le résultat. Et je trouve qu'avec ces dessins-là, ça rend super bien, quoi. Ça fait un petit peu chaos, vision d'apocalypse, quoi. Je trouve ça magnifique, quoi. Mais effectivement, je comprendrais que certains n'apprécient pas plus que ça. Écoute, en termes de détails, c'est dur de faire mieux. En termes de coloriste, mais là, comme on vous expliquait plus tôt, c'est lui-même qui fait ses propres couleurs. Fait qu'il y a moi, je trouve que le niveau de travail
de cet artiste-là est incroyable. Ouais. C'est vraiment, là, j'aimerais qu'il fasse des affiches ou des choses comme ça. C'est magnifique. Alors c'est le monsieur, il s'appelle Vincenzo Riccardi. Mhm. Et donc, lui, on l'avait déjà vu, donc on l'a dit dans Echoes of Fear, mais alors on l'a aussi vu dans le Tales from the Death Star, qui est un des comics Spooky Halloween de Cavan Scott. Donc, ouais. Voilà, donc il retrouve Cavan Scott, et ça c'était en 2023, le Death Star, et cette année, donc ça va être le Nightlands, Tales from the Nightlands, qui sortira donc pour Halloween cette année, et qui retrouvera encore une fois Cavan Scott. C'est toujours Cavan Scott qui a à la charge de ses comics d'Halloween. Il aime beaucoup l'horreur, hein, Cavan Scott, il me l'avait dit. Et donc voilà, donc ça c'est un dessinateur qu'on connaissait déjà, mais effectivement, le retrouver sur une série régulière ou quoi, ça serait bien vu, quoi. Puis t'as raison, ça raccroche, écoute, avec Dalna, parce que dans le fond, c'est Lornadi qui avait ordonné, puis ça, Tyrek lui reproche, là, mais c'est Lornadi qui avait ordonné la destruction de Dalna quand elle était du côté des Nihil. Et là, dans l'audiodrama, je crois que c'est Cavan Scott aussi, hein, le troisième audiodrama. Donc, c'est là que son passage, elle passe des Nihil pas au Jedi, mais comme mercenaire de la République. Et effectivement, elle s'autoproclame protectrice de Dalna. Donc là, c'est l'inverse. Elle va essayer de réparer ce qu'elle a brisé. Fait que c'est pour ça qu'elle est présente sur place. Ça, je crois qu'elle doit donner des fonds aussi à une espèce de bourse pour l'institution de Dalna, un truc comme ça. Un autre détail aussi. Elle dépouille les Nihil pour reconstruire Dalna. C'est ça, exactement. Un autre détail aussi, le fameux le personnage qu'on a à l'écran, là. Donc, c'est un personnage qu'on connaît bien dans la série Marvel, hein, plus adulte, de Cavan Scott. Tay Sirek, c'est ça, Tay Sirek. Il a un nom similaire à Tayorek aussi, donc c'est Tay Sirek. Et son fameux gant, et donc on savait que ce fameux gant avait été détruit, et là, voilà, donc là, encore une fois, on bouge des trous, et on voit comment son gant a été détruit, il sera plus utilisable, et donc il sera un peu sans pouvoir du côté obscur dans notamment le roman de Charles Soule, quoi. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et ce qui est cool, c'est que Cavan Scott, à la toute fin, va rallier ce comics-là avec son comics, donc encore une fois Marvel / adulte, avec en faisant revenir les personnages de Keith Trennis et de Skir, qui sont un petit peu ses personnages à lui, à Cavan Scott. Donc très très cool de les voir à la fin. Et surtout qu'ils teasent le futur de, voilà, une fois que tu as fini ce tome, là on nous parle de Eriadu, on nous parle de là, ça, c'est le summum de la fin, mais on le sait, là, Cavan Scott est le spécialiste, en tout cas, tu l'as déclaré spécialiste des cliffhangers, donc de fin de numéro, là, de comics, puis en roman aussi. Fait qu'effectivement, là, il rattache ça à la série Marvel. Mais écoute, pour ces 4 numéros-là, dans cette anthologie-là, personnellement, j'aurais pris quelque chose, donc la suite dans telle série. La suite, tu sais, pour rattacher les wagons, tu sais, pour la suite des événements, aller lire la série Marvel, ou la suite des événements, aller lire tel roman, ou tel numéro de la série principale, tu sais, d'aventure. Parce que effectivement, c'est comme si toute cette mini-série-là en 4 numéros était pour comment dire, c'est comme tu dis, boucher des trous, puis en même temps faire une pub pour, OK, aller lire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, puis celui-là, c'est là que je te rejoins à 100% quand tu dis qu'on n'est pas dans du jeunesse. Effectivement, ce numéro-là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans du jeunesse. Mais bon. Sinon, écoute, je l'ai dit, celui-là, je te trouve magnifique. Si c'était juste de celui-là, je donnerais 10 sur 10 ou 20 sur 20. Là, moi, pareil. Numéro-là, pareil. Niveau artistique, j'accroche tellement son style à Vincenzo. Là. Et super. Magnifique, très très content. Ça surprend au départ, hein, mais une fois que tu es dedans, c'est génial. Et je trouve que Cavan Scott, et j'adore là, tu vois, parce qu'il tease Naboo. On sait que le groupe de Kiev devra se rendre sur Naboo pour sauver la planète des Nihil. Donc ça, il tease ça, c'est ce qu'on verra dans la série adulte. Il tease Eriadu, donc ça, ce sera dans la série jeunesse, donc les aventures, dans la bataille d'Eriadu qu'on verra les tomes suivants. Je trouve que c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce tome-là en général, c'est tous ces petits bonbons. C'est un paquet de bonbons, ce tome, avec plein de petits détails, plein de petites références à un peu tout. Et effectivement, si t'es pas à jour, encore une fois, tu seras un peu mis à l'écart, et ça, c'est dommage. Donc, Bon. Écoute, au final, Jean, bonne nouvelle. Comment dire, on va sûrement donner des notes moins éloignées. Tu vas m'avoir fait reconsidérer plusieurs aspects. Si je te demandais quelle note tu donnes à ta lecture? Écoute, je viens de donner ma conclusion, donc on va y aller avec directement la note. Moi, j'ai mis un bon 17, tu vois. J'ai vraiment beaucoup aimé la relecture. Et
Ouais, franchement, ouais, ben comme, tiens, moi, je suis pas difficile hein, dans le. Tu vois, j'ai trouvé ça plus intéressant que certains arcs de la série principale de Holder, de la phase 3, je dois dire. La phase 1 m'avait beaucoup plu. Et la phase 2 aussi. La phase 3, ça commence à tirer, tu vois, la bataille des réduits, tout ça. Le scénario de Holder me perd un peu quand même. Donc je préfère ce tome-là à ça. Mais tu vois, tout ce qui est Cavan Scott en comics, oui, ça reste du 18, j'avais une 18-19 à cet homme-là. C'est vraiment moi, les comics Haute République en général, même les mini-séries, il n'y a aucune mini-série qui m'a déplu. Et encore une fois, il ne me déplaît pas du tout, quoi, ce tome-là. Donc, très très bon, les comics Haute République. Ouais. Excellent. Ben écoute, je vais être très loin du 17, là, mais on comprendra. On n'a pas non plus exactement le même système de notation. Moi, de mon côté, tu vois, je vais lui donner un 10 sur 20, donc un 50%. Vous aurez compris que c'est ça. J'ai trouvé que ça finissait extrêmement bien. Mais l'intérêt pour les 3 premiers récits, je l'ai trouvé, ben même, comment dire, ce que ça m'apporte, même le 4e, c'est vraiment pas grand-chose. C'est un tout petit divertissement, là, mais c'est ça. Fait que c'est beaucoup plus visuel. Tu sais, un peu comme quand je disais aux gens, les séries là, de noir, blanc et rouge, là, bon, il y a eu Vador, il y a eu Dark Maul, puis il va y avoir Boba Fett. C'est vraiment pour le visuel. Ben ici, c'est ça. Ce dernier numéro-là, je trouve que c'est pour le visuel. Sinon, pour les récits, écoute, oui, c'est bien attaché. Puis je pense que c'était ça l'idée derrière cette mini-série-là, quand ils l'ont pitché ou la commande initiale. C'est bossé ensemble, en tout cas. Hein. Je pense que tout le groupe d'auteurs, là, ils se connaissent bien, ils connaissent un petit peu leur sujet. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est ça, je comprends que j'aurais presque pris ça plus du côté de chez Marvel que du côté de chez Dark Horse. C'est ça. Ça m'échappe un peu. Le besoin était. J'ai vraiment l'impression, je le dis dans quelques émissions ces temps-ci, mais que Dark Horse s'est dit on va inonder le marché. On va tellement produire de quantité qu'on va en vendre. Mais au final, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça apporte? Et ça mélange les gens. Les gens sont perdus dans est-ce que j'ai besoin d'avoir lu ça pour ci ou pour ça? C'est ça. Quelque chose que pour l'apprécier, il faut avoir lu les romans adultes, jeunes adultes, etc., jeunesse. Pour apprécier une série de 4 comics sous-titrés jeunesse. En tout cas, j'ai des gros doutes sur l'aspect stratégie de la chose. Un 10 pour 20 pour moi. Pour rebondir vite fait, je sais qu'on a dépassé le temps, mais disons, là tu critiques plus tout ce qui est travail éditorial plus que le contenu, mais même niveau contenu, je trouve qu'en fait ce sont des personnages, dis-moi si je me trompe, que t'accroches pas vraiment au personnage de Holder à la base, tu vois, la série d'Holder à la base, et c'est vraiment sur 4 numéros, t'en as 3, c'est ça, quoi. Même Crash, c'est limite un personnage d'Holder, oui d'ailleurs. Le pire, c'est ça, c'est que le personnage de l'enquêteur dans sa mini-série Marvel était très bien, était très intéressant, mais là, dans la série jeunesse là, principale et dans ce petit numéro-là, je trouve qu'on a tout perdu la saveur du personnage dans la mini-série qui était vraiment plus sombre, qui était style roman noir un peu, là. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'à l'inverse, le dernier numéro, c'est des personnages que je trouve intéressants. C'est des dessins magnifiques, etc. Mais tu sais, c'est ça, les Lournadi, Tyre Rek depuis le début, même si Tyre Rek était beaucoup plus jeunesse, mais est aussi dans les romans adultes, puis tout ça. Fait que bref, puis c'est Cavan Scott. Fait que c'est ça. Les notes d'un numéro à l'autre seraient très éloignées. Parce que si on revient, parce que les mini-séries dans l'autre République, c'est pas la première qu'on critique, mais dans les phases précédentes, on en a eu. Enfin, je sais pas, Echoes of Fear, t'avais pas trop détesté non plus, ou même Terror of the Nameless. Exact. Terror of the Nameless, il y avait des petits bons côtés, mais des trucs sans prétention. C'est pareil, ce sont tous des mini-séries qui remplissent des trous qui sont pas vraiment importantes. Mais tu sais, j'avais donné un 11 sur 20, tu vois. Donc, c'est cohérent. C'est cohérent. Disons que c'est un tome hors série. Voilà, ils devraient appeler ça comme ça en France, tu vois. Toutes ces petites mini-séries à côté, hors série 1, hors série 2, hors série 3, c'est pas nécessaire, mais c'est pour ceux qui veulent compléter ça. Ouais, très bonne idée. Écoute, je seconde, mais c'est ça. Fait que pour moi, c'est dans le bas de la pyramide. C'est ça. C'est comme ça. Quand même dans le bas de la pyramide, mais c'est très loin d'être, par exemple, les Mandaloriens ou les Maîtres. On est quand même très éloigné de ça aussi. Donc voilà, écoute, j'espère que ça éclaire les gens. Ceux qui ont l'intention de tout lire, tout acheter, tout ça de la Haute République, bien évidemment, passez pas par-dessus. Surtout si vous tapez la série principale, là, qui va avoir 5 albums de la série principale là, des aventures. Fait que ça, c'est ça. C'est meilleur, ça.
je vous le dis, là, cette mini-série-là en 4 est meilleure que la plupart des albums de la série principale, Les Aventures. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord sur ça. donc, c'est sur moyenne, c'est ça, c'est avis mitigés, là, Oui. on va dire, ou fluctuants en fonction des numéros qu'on va conclure l'émission de ce soir. Comme toujours, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album-là? Aussi, par rapport à ce que j'expliquais, le bordel des différents numéros, puis toutes ces stratégies, à la fois éditoriales au niveau par numéro, mais même grande stratégie là, de l'événement de la Haute République. Là, puis c'est ça. Chez Dark Horse, moi, je te dis, personnellement, je leur enlèverais la licence. Tellement je trouve qu'ils font n'importe quoi avec. Ouais. Bon. C'était plus calme à l'IW. Hein. C'était moins. La phase 1 était moins. Beaucoup moins bordélique, effectivement. Bordélique, voilà. Sinon, écoute, les autres réseaux aussi, là, parce que je disais les commentaires, les abonnements, tout ça sur YouTube. Entre autres, les abonnements, je me souviens plus des stats, là, mais vous êtes quand même énormément à ne pas être abonné. Donc, écoute, c'est quoi un clic? Ça se fait, même sur la télé, ça se fait très facilement là, avec votre télécommande. Vous abonnez à la chaîne, ça fait une grosse différence pour nous. Mais rejoignez aussi les autres réseaux sociaux et entre autres, venez discuter de tout ça sur notre Discord. C'est toujours, moi je continue de dire, c'est là que c'est la meilleure communauté et les discussions les plus intéressantes sont sur le Discord de Star Wars en direct. Donc, venez nous rejoindre. Côté prochaines émissions, Jean, yes. Je crois qu'il y a un autre album Panini qui sort le même jour. Oui, effectivement, mais ce sera le Battle of Jakku, la bataille de Jakku, tome 3, donc le tome de conclusion qui viendra finir cette mini-série en 12 numéros. Là. Oui, et on devrait avoir notre comparse Loïc qui tenait à venir participer à ce dernier album-là, puis bon, à la série, là, Bataille de Jakku. Donc, bien hâte de voir si il veut participer parce que c'est positif ou parce que c'est négatif. Mais en tout cas, il y avait un vif intérêt à venir participer. Exactement. Donc, on vous invite. Et sinon... niveau roman, en octobre, hein, en septembre, on a un peu rien. En octobre, on aura The Acolyte, le fameux Crystal Crown, peut-être. Oui, effectivement, que l'audiodrama était comme retardé là, par rapport au roman. Ouais. C'est ça. Et donc, le fameux roman aussi de la postlogie, The Last Order. Il sort en octobre, celui-là aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai, sur Finn et bon, le nom de l'autre personnage, je ne me souviens plus, là, mais l'autre personnage noir là, dans le dernier film. Jaina, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Jaina. Mais ouais. Donc, mais ça sera fait en octobre, début novembre, ça. Donc, on vous tease un petit peu le truc, là. Bon, ben excellent. Fait qu'écoute, merci Jean d'avoir été là ce soir. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe. C'est ça de la part de toute l'équipe. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous. Bye.